BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et nous accueillons donc Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice et PDG d'Adventure Line Productions. Vraiment, je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Merci à tous pour votre présence. Alors avant tout, un petit mot sur la Starac. Plein d'annonces sont tombées cette semaine. Ouais, ça y est, la date. Ouais. La date, ça commence le 15 octobre sur TF1 à 21h10. On a vu plein de petites bandes annonces. Ça vous fait quoi de voir ça ? C'est de voir ce qu'il y a derrière vous qui me fait un truc. Non, je suis très contente. Quand vous avez porté ce bébé-là pendant 8 ans et qu'on vous dit que ça va revenir, vous êtes hyper contente et tout. Et alors, il s'avère que c'est en plus produit quand même par ce qui était à l'époque mon adjoint. Donc, je sais que les valeurs et ce qu'on a aimé dans l'aventure seront préservées. Après, se posent plein de questions. L'époque a beaucoup changé. La manière dont on utilise les réseaux sociaux a beaucoup changé. Les stars internationales viennent moins. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une très belle histoire et je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas, quoi. J'allais y venir. 15 ans après, qu'est-ce qui pourrait poser problème aujourd'hui qui ne posait pas problème à l'époque ? Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit juste avant. D'une part, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la création d'un artiste maintenant se fait aussi beaucoup à travers les réseaux sociaux, ce qui n'était pas du tout le cas à notre époque. Donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont leur donner accès aux réseaux sociaux ou pas ? Est-ce qu'ils vont les utiliser ? Est-ce qu'il y aura l'effet de communauté, qui pour moi est un ressort, en tout cas que moi je développerais, si je devais la reprendre. Il y a ce premier point-là, et donc il y a peut-être aussi un changement de fraîcheur. Voilà, donc il faut faire attention au casting. Et puis il y a quand même, à l'époque, moi j'avais pas The Voice. Donc voilà comment ils vont gérer les deux castings. Il y a cet élément de star internationale qui voyageait beaucoup à l'époque où on avait la chance de faire la Star Academy. Elles le font encore aujourd'hui ? Non, elles le font plus parce qu'il y a les réseaux sociaux. En fin de compte, elles communiquent avec leur communauté à travers les réseaux sociaux. Elles balancent leurs clips à travers les réseaux sociaux. Donc elles ont moins ce besoin-là. En revanche, elles viennent pour les grands lives, etc. Après, je sais qu'ils ont un accord avec Sony, je crois. Sony étant une grande maison, je suppose que l'accord, normalement, il doit fournir, à mon avis, des artistes. Oui, comment vous travaillez, pas que, là vous ne produisez pas la Starac, mais vous l'aviez dirigé, mais sur un programme, le lien entre les réseaux sociaux aujourd'hui et un programme de télé, comment vous gérez ça ? Les réseaux sociaux, ça amplifie le programme. Parfois, ça fait un bad buzz. Comment vous organisez par rapport à ça ? Alors, c'est très compliqué. Alors, il y a deux phases. Il y a la phase tournage et il y a la phase diffusion. Là, en l'occurrence, c'est une émission live. Donc, on gère les deux en même temps et donc, il faut avoir une réactivité très forte. Sur Koh-Lanta, le problème est résolu. Ils n'ont pas leur téléphone. On est dans un secret absolu. C'est quasiment la base du programme. Et après, on gère et on sait très bien que nous, on a eu des très très mauvaises choses, entre autres avec des attaques très fortes de candidats. On s'est manifesté auprès du procureur à leur côté. Donc on a eu à affronter avec eux. Alors évidemment, nous on est une personne morale. Eux c'est encore plus violent parce que ce sont des candidats. Des choses très dures. Sur Miss France, on fait très attention aussi parce que pour le coup on est une émission en direct. Vous le savez, on a eu un très bad buzz avec April Benayoun qui a quand même été attaqué pour ses appartenances religieuses. Là aussi, on s'est manifesté. Donc c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux vous portent aussi parce qu'il y a un effet fan, il y a un effet soutien, il y a un effet d'attachement. Ça a des super côtés positifs. Et moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur des programmes où l'attachement est très important. Et puis après, il y a des attaques. Alors, il y a des réseaux qui sont plus soft que d'autres. Et puis après, ce que je dis souvent quand même aux candidats, faisons attention à donner trop de lumière sur des gens malfaisants, alors qu'au final, ça ne correspond qu'à 1 ou 2% de l'intégralité des commentaires qui sont soit neutres, soit très positifs. Alors aujourd'hui, vous, c'est Miss France depuis presque 2 ans. Miss France qui réunit 8 millions de téléspectateurs en moyenne. 30 ans après Alexia Laroche-Joubert, comment ça fonctionne toujours autant? Et une autre question sur Miss France, avec un tel succès, pourquoi en faire qu'une par an d'émission Miss France? C'est marrant que vous posiez cette question parce qu'on s'est posé la même question. Alors je vais essayer de répondre à la première. Pourquoi un tel succès? Parce que c'est un énorme show. Alors moi j'ai repris il y a 2 ans. Ça fait suite aussi à de multiples évolutions. Ce qu'on a cherché à faire avec le producteur artistique Frédéric Gilbert, c'est à remettre aussi
En gros, on trouvait que c'était un peu trop Victoria's Secret. Et on voulait recréer justement ce principe d'attachement dont on parlait précédemment avec les jeunes femmes, qu'on les connaisse plus, qu'elles parlent davantage. Et évidemment, elles défilent. C'est toujours un concours d'élégance et de beauté. En revanche, il y a un show au-dessus. D'ailleurs, avec des thématiques. L'année dernière, en l'occurrence, c'était comédie musicale. Là, on a déjà la thématique de la prochaine que je ne pourrais pas vous annoncer. Dommage. Et oui, parce qu'on n'a pas encore complètement validé avec TF1. Voilà. Donc, il y a cet élément-là, très important. Et c'est les valeurs. C'est les valeurs à la fois un peu chauvines, hein, il faut le dire, les valeurs régionales. Et il y a un élément qui est incroyable, parce que vous avez cité en effet l'audience, mais il y a surtout 76% des jeunes qui nous regardent. Et c'est le plus gros succès de la télévision française sur les jeunes. Et pourquoi ? Parce que ces Miss, et on a beau quelquefois les décrier, s'en moquer, etc., il s'avère qu'elles ont des carrières derrière. Et quand on voit des Iris Mittenard, des Sonia Rolland, des Marine L'Orphelin, qui chacune ont des métiers très différents, réussissent et gagnent en autonomie, je pense que les jeunes sont très fiers voilà, de regarder. Frédéric ? Alors, il faut que je réponde à votre deuxième question. Oui. Pourquoi une seule ? Pourquoi une seule ? Pourquoi une seule ? Bravo. Oui, pourquoi une seule ? Pour laisser à celle qu'il a eu 1 an quand même. Oui, non. C'est parce que je pense que la force de ce programme-là, c'est l'événementiel. Que c'est un énorme show. Il faut savoir qu'on met à peu près 6 mois en production pour produire cet événement. Et du jour où la jeune femme est élue, c'est un marathon qui s'enchaîne, etc. Et on recommence les élections de la prochaine 2 mois après. Donc, en fin de compte, il nous faut énormément de temps. Ouais. Et on pense qu'à trop étendre, on ne garderait pas l'incroyable fraîcheur et cet événement. Voilà, il faut garder l'événement. C'est un peu comme les Enfoirés, d'ailleurs. Ils en font qu'une. Hein. Ça ne fait que monter l'événement. Mais on en parlait à l'instant à propos des réseaux sociaux. L'univers a changé, parce qu'il y a aussi les plateformes qui ne sont plus juste des robinets à série, mais qui ont leur propre... Qui commandent. Qui commandent, qui commencent elles aussi à faire des émissions de l'entertainment, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on fait sur une chaîne et ce qu'on peut faire sur une plateforme dans votre domaine de l'événementiel? C'est vrai que nous, c'est spécifique pour votre public. Moi, je travaille sur le flux. Le flux, c'est donc le divertissement. Le magazine, c'est tout ce qui, d'une certaine façon, n'a pas une longévité comme un film ou un documentaire. Ou une fiction. Ou une fiction, voilà. Donc, nous, il s'avère que les plateformes ne commandaient pas de flux. Or, le flux, il a un triple avantage. Un, il est rapide à produire. Il est très identifiant. Et il est moins cher que la fiction. Donc, les plateformes, vous avez vu, ont commencé à se positionner sur le flux. Oui. Et c'est vrai que je ne sais pas si elles iront sur le même flux qu'on produit sur les historiques, mais en tout cas pour nous, ça devient des clients. Et là, moi, je pars en prod avec une plateforme. Voilà, c'est très agréable. Et après, c'est des méthodes américaines. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai que je suis là-dessus... je ne sais pas encore régulé. Donc il ne reste plus de place pour les formats originaux en France. C'est pas ça, c'est qu'ils ont une appropriation des droits. Ils payent bien, mais ils s'approprient l'intégralité des droits. Et donc c'est vrai que nous, c'est une technique qui existe, c'est comme ça qu'ils font aux États-Unis. C'est vrai qu'on a une exception culturelle en France où les producteurs prennent les risques, mais gardent les droits. Et on est très fiers de ça, d'autant plus quand on fait partie d'un groupe international, parce que quand on dit on garde les droits, ça veut dire qu'on peut donner à nos affiliés sur un autre pays le programme qu'on a développé en France. Un mot sur l'actualité de TF1 et notamment la coupure des chaînes du groupe sur Canal+, l'échec de la fusion et la prise de poste de Rodolphe Belmer. Est-ce que vous craignez que des économies soient faites dans l'investissement de vos programmes par TF1 ? Putain, vous posez bonne question. Hein. C'est vrai. Parce que c'est exactement le discours que j'ai eu récemment. Oh là là, je suis très flattée. Je pense qu'ils ont dépensé énormément à la fois d'argent, d'énergie pour rendre cette fusion possible. Ils ont décidé, eux, de ne pas continuer. Donc je pense qu'il y avait des raisons économiques et la viabilité du projet qui était remise en cause. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Ce qui est sûr, c'est que TF1 a des enjeux maintenant extrêmement forts, à la fois de transition, à la fois d'économie, de repositionnement, ce qui peut-être va leur donner, ce que je pense moi, plus de flexibilité dans le choix de programmes qui vont être amenés à commander. Peut-être qu'ils s'interdisaient d'aller d'une certaine façon sur les plates-bandes d'M6 parce que c'était des programmes un peu différents et que là, peut-être qu'ils vont y aller. Et puis, il y a toute une transition et j'avoue, je connais Rodolphe Belmer de l'époque Canal. Il a une expertise justement dans cette évolution
évolution et dans cette modernité du PAF qui est intéressante pour TF1 et dans ce transfert vers le digital, etc. Cette évolution. Donc nous, on est là pour les accompagner. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont touché du doigt un petit génie de l'économie qui est Nicolas Taverneau, et que quand on a parlé à des gens comme ça, automatiquement on se dit qu'il y a des économies possibles. Des économies à faire. Donc je pense que ça va être dur, ça va être difficile globalement, mais c'est probablement quelque chose qui devait être fait. Vous m'avez fait ma transition. Alexia, vous êtes une des plus grandes productrices de télé. Vous êtes à l'origine des plus gros succès et très appréciée dans le métier. Votre groupe est aujourd'hui candidat au rachat d'M6. Comment on gère ça quand on est un groupe de production qui alimente la quasi-totalité du PAF ? Alors, ce qui est très marrant, c'est que j'alimente quasiment la totalité, sauf M6. Il s'avère que ça ne se joue pas à mon niveau, ça se joue au niveau du groupe. En l'occurrence, c'est Stéphane Courby qui va en plus avec sa société personnelle. Mais vous travaillez avec TF1 ? Oui, je travaille avec TF1. Après, c'est... Je pense qu'ils vont donner leur décision déjà assez rapidement. Et on sait que Bertelsmann a peu de temps pour décider. Je trouve que c'est intelligent de la part du groupe. C'est un positionnement intelligent. C'est quelque chose qu'on s'était toujours refusé de faire précédemment. Après, il y a des gens qui sont très forts aussi en face. Je sais pas. Vous vous adapterez ? Je m'adapterai. Et puis après, ce qui est important pour un producteur, moi je suis quand même du côté producteur, c'est si vous avez des bons programmes, ils vous les prennent. Si vous n'avez pas de bons programmes, ils vous les prennent pas. Que ça soit votre actionnaire ou pas, il ne met pas en risque sa chaîne. Donc si c'est lui, on verra. Si c'est pas lui, ça sera toujours mon même job, c'est proposer des bons programmes. Est-ce qu'il y a des formats qui existent aujourd'hui sur M6 que vous changeriez ? Tout ce que vous touchez se transforme en or. Alors, par ailleurs, ma position, si je devais arriver à la tête d'M6, c'est de ne toucher à rien. Ça vous plairait ? Mais en tout cas, si moi, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une chaîne, et on le voit dans ses résultats. Alors, évidemment, il y a une différence avec l'Action, qui a baissé, mais ses résultats économiques quand même sont excellents. Ils ont une politique très intelligente de gestion de marque. Ils ont une diversification très forte et qui a été réussie. Peut-être que je comme je suis une fille assez courageuse, je tenterai quelques ajustements de programme pour tenter des choses. Mais c'est quand même des gens. C'est une boîte qui est très bien gérée. Frédéric ? Les choses. Quelles sont vos ambitions pour le coup dans la fiction puisque vous êtes la reine du flux, mais est-ce que vous en avez ? Vous en avez déjà. En l'occurrence, on crée une société de fiction. Donc on doit déposer le titre là. Donc je ne pourrais pas vous le donner parce qu'il n'est pas encore déposé. Moi, la fiction, je n'ai pas d'expertise, mis à part une certaine capacité à faire du storytelling. Mais c'est bien différent de travailler, quand on écrit un scénario, que de travailler avec une matière qui a déjà été tournée et sur laquelle vous n'avez pas eu d'action. Je trouve que moi, ce qui m'a toujours intéressé, et ça fait partie de ma stratégie, quand j'ai récupéré ALP, donc j'ai récupéré des programmes qui sont risqués à produire, que ce soit Koh-Lanta, Fort Boyard. On est sensible à énormément de choses. Vous l'avez vu, le Covid, on est quand même allé. S'il se passe un problème à l'étranger, c'est très compliqué. Donc j'ai dit, je voudrais avoir un programme qui soit un programme de plateau. Moi, je suis une fille de plateau. On a récupéré Miss France, donc j'ai l'impression d'avoir mes deux jambes dans deux sabots différents, et c'est bien. La fiction fait partie d'un troisième sabot, et ça permet d'équilibrer aussi tout. Et je pense qu'on a des choses à raconter. Et maintenant, j'y vais extrêmement humblement. Et Julien, moi, j'avais une question. Rapidement. Ouais, rapidement. J'avais une question sur les influenceurs. On parlait de Banijé. Il y a eu la polémique avec Magali Berda. Est-ce qu'il faut réglementer le métier d'influenceur, sachant qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sortent de la télé-réalité et des programmes de Banijé? Alors moi, c'est justement un secteur où j'ai refusé d'aller. Parce que je ne voyais absolument pas avoir ce type de relation avec les candidats dans nos programmes. Après, moi, déjà, je voudrais saluer franchement le courage de Madame Berda. Ouais. Elle a été très courageuse que d'aller répondre, alors qu'elle est souvent exposée, mais pas la seule concernée. Après, est-ce qu'il faut réglementer? Sûrement que sur des secteurs où, un peu sauvages comme ça, qui ont émergé très rapidement, peut-être qu'il faut réglementer, ça appartient aux politiques de le décider. Je sais juste, pour le coup, parce que la société Berda fait partie du groupe, qu'il y a
tout un travail d'assainissement, justement de réflexion, d'encadrement, qui a été amorcé par le patron qui dirige la société, et je pense qu'intelligemment fait. Voilà. Après, il y a sûrement des dérives, et c'est des dérives d'ailleurs qui ne viennent pas, et je crois qu'elle l'a assez bien, que des gamins qui font ces publicités. Ça vient aussi des produits. Le problème vient aussi des annonceurs. Exactement. Merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert d'avoir été en plateau avec nous. Quel speed. Je suis désolée, c'est Hebdocom, ça fonctionne comme ça. Merci encore d'avoir été avec nous. Vous êtes productrice et PDG d'Adventure Line Productions. C'est parti pour le journal de Julien Casqui.